Bonjour et bienvenue sur cette vidéo réaction sur Fast and Furious 9. Tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que mon ressenti personnel en tant que cinéphile et fan de la saga. Je pense que vous pouvez le ressentir qu'au ton de ma voix, je suis un peu déçu de cet opus. Peut-être parce que ça fait une année que je l'attends, comme vous tous. Déjà, quand je vais voir un Fast and Furious, je m'attends certes à un film d'action, mais je m'attends surtout à un film avec des voitures, avec des courses-poursuites. Alors des courses-poursuites, il y en a trois dans le film. Des voitures, si on ne parle pas des voitures qui ont été détruites, qui sont au-delà de 200 voitures détruites pour tout le tournage, si on parle de belles voitures qu'on aurait envie de posséder un jour, qu'on aurait envie de se faire plaisir avec, je crois que je peux utiliser les doigts d'une main. Dodge Charger, en trois versions différentes. Ford Mustang, en deux versions différentes. Une Toyota GT86, une Supra, clin d'œil au premier, pour fêter les 20 ans du film, ou plutôt pour fêter les 20 ans de la saga. Et allez, une Jaguar, ça devait être une Type F. Honnêtement, Jaguar, je m'y connais pas trop. Déjà, les points positifs, pour moi en tout cas, reste le duo Roman et Tej, toujours aussi drôle, qui fonctionne toujours aussi bien. Autre point positif, si on enlève l'origine de la saga, ça reste un excellent film d'action. Beaucoup de rythme et des cascades en pagaille. Rien à dire. Et malheureusement, pour moi, les points positifs s'arrêtent là. Des points négatifs, j'en ai trouvé... Alors, je ne vais pas dire que j'en ai trouvé beaucoup, mais parce que c'est souvent les mêmes. Mais c'est surtout que j'ai été déçu. Déjà, l'absence de voiture. Autant dans le 8, on a vu un changement de direction, pas de problème, mais il y avait de la belle mécanique, il y avait des courses-poursuites en voiture, et il y en avait plus que 5. Là, malheureusement, des voitures, il n'y en a plus beaucoup. En fait, Fast and Furious n'est plus un film de voiture, mais juste un film d'action à la James Bond, à la Expandable, euh, pour ne citer que cela. Ce que je lui reproche aussi, c'est les cascades irréalistes. On en voit plein dans d'autres films, mais qui ont une certaine limite. Là, on sent que les cascades dans ce film n'ont aucune limite. Et tant pis pour les lois de la physique, et tant pis pour le réalisme de la cascade au final. Ce qui compte, c'est que la cascade soit complètement loufoque, et tant pis pour le réalisme. Autre chose que je lui reproche, c'est le manque de surprise. En fait, à aucun moment je n'ai été surpris dans le film. Tout ce qui arrive, je pouvais l'anticiper. Parce qu'il n'y a pas de recherche de créativité en fait. Aussi parce que le trailer a spoilé énormément du film. Énormément d'effets de surprise qu'il y aurait pu y avoir dans le film. Autre défaut que je préciserai un peu plus dans la partie spoiler, c'est le raccourci scénaristique, juste pour justifier tel ou tel passage ou tel retour. Et ça, je trouve dommage. Après, des points qui ne sont pas négatifs ni positifs, il y a des scènes empruntées à d'autres films. Je pense que c'est surtout parce que les scénaristes n'ont plus de créativité. On arrive quand même au 9e opus. Et bien sûr, au bout d'un moment, la créativité, elle s'effrite un peu. Donc on va piocher des scènes à gauche à droite dans d'autres films qu'on va remanier pour que ça se voit moins, mais ça se voit quand même. On se doute de quel film ça a été emprunté. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça dénote juste un manque de créativité des scénaristes. Autre point dans la même ligne de conduite, c'est une surenchère d'effets spéciaux et de scènes de cascades irréalisables. À des moments où je me suis juste dit, mais à quel moment la cascade va s'arrêter là? Parce que c'est pas logique ce qui se passait. Mais bon, ça reste un Fast and Furious. On s'y est habitué depuis le 7 à avoir des scènes hallucinantes, des scènes qu'on ne sait pas ce qu'elles font là. On se demande pourquoi ils ont été faire cette scène-là. C'est comme ça, c'est un Fast and Furious. On y va pour voir un film d'action, pour se déconnecter du monde réel. Et là, sur ce point-là, je ne peux que dire oui.
On se déconnecte vraiment du monde réel parce que la plupart du temps, on se demande comment c'est possible de faire une scène pareille sans se dire est-ce que ça serait faisable dans la vie? Est-ce que ça serait faisable dans la vie de tous les jours? Non. On fait la scène parce qu'on doit la faire et parce que ça passe bien à l'image. Donc, en résumé, Fast and Furious, un bon film d'action avec des scènes hallucinantes, pas toujours réalistes, certes, mais sur lesquelles on se dit ok, là, je me suis déconnecté, j'ai pensé à autre chose et pendant 2 heures, j'ai pas vu le temps passer. Seule critique en tant que fan de la saga depuis ses débuts, je suis déçu de ne pas retrouver ce petit côté course automobile, course de rue, voiture tunée, même si ça fait plusieurs opus qu'on s'en éloigne. Mais dans le 8, il y avait encore ça, il y avait encore des courses-poursuites en voiture, des courses-poursuites loufoques avec de belles voitures qu'on aurait envie de posséder, qu'on ne retrouve pas dans celui-ci. Et c'est ça que je peux lui reprocher le plus, c'est de s'être complètement éloigné de l'origine en un claquement de doigts. À partir de cet instant, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'arrêter la vidéo. Je ne vais pas révéler tout le film, bien évidemment, mais je vais surtout parler des scènes qui m'ont choqué et pourquoi elles m'ont choqué. Donc, vous risquez d'être un peu déçu ou non surpris en voyant les scènes en question. Donc, si c'est le cas, merci d'avoir suivi la première partie de la vidéo. Si le spoil ne vous pose pas de problème, merci de continuer à suivre la vidéo. Avant de vous parler des 4 scènes de cascade qui m'ont un peu pas déçu, mais m'ont dit on s'éloigne de l'esprit réaliste qu'avaient les premiers Fast and Furious, même si déjà dans le 8 avec la poursuite du sous-marin, on s'en était déjà bien éloigné. Je vais juste revenir sur quelques passages où je n'ai pas été surpris et pourquoi je n'ai pas été surpris. Premier passage où je ne suis pas surpris, c'est dû au trailer qui gâche à lui tout seul l'effet de surprise, les seuls effets de surprise qu'il aurait vraiment pu avoir dans ce film, où on aurait pu avoir une réaction de la foule en voyant le retour de Han, qui reste quand même un personnage mythique et attachant de la saga. Malheureusement, le trailer a fait en sorte que ça n'arrive pas. Choix des monteurs, choix de la production pour ramener la foule en salle, peut-être. Ça reste, pour moi en tout cas, dommage que le trailer en dévoile trop. Après, le pourquoi de Han est encore en vie, c'est un raccourci scénaristique qui est utilisé, que je trouve dommage et qui surtout révèle le manque de créativité qu'ont les scénaristes dans cette saga. Ils ne savent plus comment ou quoi utiliser pour soit introduire des nouveaux personnages, soit de ramener des personnages. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi Anne est de retour. Ça serait dommage de vous gâcher la seule surprise autour de son retour. Le film avait pourtant bien commencé. J'ai adoré le début où il y a un background sur Dom, son père et son frère, où on apprend à connaître le personnage de Jacob. Ça, j'ai vraiment apprécié. Par la suite, c'est un peu tiré par les cheveux, pour la simple et bonne raison que la saga a 20 ans, et à aucun moment dans la saga, il y a eu un petit clin d'œil au personnage de Jacob, qui est en fait introduit un peu comme une fleur. Même s'il y a une explication, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu un genre de petite photo qui traîne quelque part dans un autre opus ou une petite référence cachée. Les besoins du scénario ont fait que l'un des méchants de cet opus était le frère de Dom. C'est un choix. On respecte ou on respecte pas. J'apprécie le choix, j'apprécie juste pas le background qu'on n'a jamais eu dans les autres opus. Ce qui m'a déçu, c'est aussi les retournements de situation attendus. On le voit après 45 minutes de film, que les choses vont se compliquer pour Jacob avec son équipe, et que forcément, le retournement de situation, c'est que Jacob va se mettre à travailler en équipe avec l'équipe de Dom. Ça dure pas longtemps, mais c'était forcé. Ça allait arriver tôt ou tard, et ça se voit dès le milieu du film. Maintenant, parlons juste vite fait des 5 scènes qui m'ont déçu, qui m'ont fait dire que ce Fast and Furious s'éloigne du réalisme qu'avaient les premiers.
pour partir dans un monde complètement délirant et loufoque, et que je ne sais pas vraiment dans quelle direction va prendre le 10. On arrive à un stade où le 10, à part voyager dans l'espace, je vois pas ce qu'ils pourraient faire de nouveau maintenant. Parce qu'ils ont déjà été dans l'espace. Et ça, c'était l'une des scènes complètement loufoques. Ils arrivent à envoyer une voiture dans l'espace, pourquoi pas. Avec la voiture, ils arrivent à détruire un satellite, pourquoi pas. Franchement, il n'y a que des pourquoi pas dans ce film. Si je dois faire un top 5 des cascades loufoques dans ce film, la première, la scène du pont, où Dom accroche sa Dodge au pilier du pont pour utiliser le câble pour aller sur l'île d'en face. C'est une scène qu'on voit dans le trailer. Par contre, je veux bien croire que les Chargers sont solides, mais de là à être aussi solide que ça, c'était vraiment tiré par les cheveux, quoi. Parce qu'arrivé au point de retour élastique, la voiture doit se disloquer en deux et elle reste entière et elle atterrit sur l'île. Bon, elle fait des tonneaux. La seule chose qui n'est pas solide sur cette voiture, c'est les vitres. C'est la seule chose. Sinon, le reste, elle est à peine amochée. Donc, c'est un peu tiré, un peu trop tiré par les cheveux pour moi. Ça, c'est la première. La deuxième scène, je dirais, c'est la poursuite à Londres entre un camion qui poursuit une Jaguar de sport. Dans le camion, il est bourré d'électroaimants et ils vont utiliser les électroaimants pour en faire une scène de combat dans le camion entre Tej, Jérôme et quatre acolytes d'Otto. Scène qui est assez comique, certes, mais vraiment tirée par les cheveux. Je veux bien que les aimants soient puissants, mais il faudra m'expliquer pourquoi le camion ne se disloque pas sur lui-même, à moins qu'il soit fait en plastique. Je ne vois pas comment c'est possible. Et ça, on le retrouve plus tard, hein. Mais c'est les raccourcis scénaristiques et les raccourcis de casquette qui veulent ça, hein. On fait quelque chose avec une certaine cohérence, mais qui en fait est totalement incohérente. Et ça, c'est dommage, ou c'est positif à voir, parce que quand on va voir un Fast and Furious, certes, on y va pour se déconnecter, pour voir autre chose, pour ne penser à rien. Et là, effectivement, je pense que les scénaristes eux-mêmes ne pensaient à rien quand ils ont écrit le scénario. Ils se sont juste dit, ça rend bien à la caméra, tant pis pour le réalisme, ça passe. Et ça, on le retrouve surtout à la fin de la scène de poursuite, où le camion DAF, pour ne citer que cette marque, arrive à suivre et à même être plus rapide qu'une Toyota GT86, donc une petite voiture de sport. Ouais, là, certes, on voit bien la voiture, mais je ne sais pas si c'est un point positif pour Toyota ou un point négatif, hein. Autre moment inutile qui ensuite une cascade qui me fait dire bon, ok, super, c'est dans la poursuite dans le bunker, quand l'équipe de Dom essaie de s'échapper. Dom à un moment monte des échelles, et au lieu de poursuivre sa route et de fermer la porte pour bloquer l'équipe d'Otto qui les suit, non, il décide de fermer la porte et de descendre combattre 50 gars à lui tout seul. Je pense que cette scène, elle est surtout là pour montrer le côté badass de Dom, mais ça, on connaît ce côté. Mais de l'autre côté, c'est pas un surhomme, donc se battre contre 50 gars et il arrive à anéantir les 50 gars, là, je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Je veux bien qu'il puisse en mettre KO 3 ou 4. Mais là, ils sont 50. Il les achève avec une scène qui n'est pas sans rappeler l'une des dernières scènes du film Hercule avec The Rock. Un moment où il est accroché avec des chaînes et il tire dessus. La moitié du bâtiment s'effondre. Il finit par tomber au fond du silo qui est rempli d'eau. Bizarrement, c'est le seul corps qu'on voit atterrir dans l'eau. Les gars qui étaient avec lui ont disparu. S'ensuit une scène de rétrospective où il revit sa vie et les passages qu'il a vécu entre lui et son frère. En fait, la scène de combat est inutile et inintéressante, sauf pour ce moment où Dom revit sa vie et il comprend certains détails qu'il n'avait pas compris. Et dernière scène dont je vais parler, c'est la cascade avec le camion. Donc course-poursuite, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas retenu dans quelle ville ils étaient. Je crois que c'est en Azerbaïdjan, je veux pas dire de bêtises.
J'ai pas retenu la ville, donc à voir à quel point j'étais concentré sur le film. Ils poursuivent le camion, donc Dom avec sa Charger. Letty, si je me trompe pas, c'est une Ford Mustang ou alors une Ford Capri, j'ai un gros doute. Et Anne, japonaise oblige, la Toyota Supra. Clin d'œil que j'ai apprécié aux 20 ans de la saga et à la Toyota Supra qui était la voiture mythique du premier, voiture qui appartenait à Brian, bien évidemment. À la limite, c'est le seul vrai moment où il y a une scène de poursuite en voiture qui reste quand même la base de la franchise. Les deux cascades loufoques de ce passage reste le moment où le camion se fait retourner, passage qu'on voit très bien dans le trailer. On parle quand même d'un camion militaire qui doit peser au bas mot, je pense, 40 tonnes, qui se fait retourner comme une crêpe par deux petites voitures qui à elles deux, doivent peser 4 tonnes. Cherchez pas la logique, ça reste un Fast and Furious, on est d'accord. Mais on est un peu dans l'abus. Scène qui, pour moi, est un clin d'œil au premier Avengers, au moment où Hulk terrasse le premier dragon dans la ville de New York. La façon dont le camion se retourne n'est pas sans rappeler cette scène-là. C'est pour ça que je dis que ce film reste quand même intéressant par le nombre de clins d'œil qui sont faits à d'autres films. Donc pour en revenir à la cascade, le camion se retourne, et à moins que je sois une bille, physiquement, au moment où il se retourne, il va peut-être glisser quelques mètres et il va s'arrêter. Là, on assume encore le délire et le côté complètement loufoque et le camion va glisser sur 20 km. Sur 5 minutes de film, le camion continue à glisser. Pour finir par se faire retourner et remettre sur ses roues avec Dom qui lance juste une mine, ou plutôt lance une grenade devant le camion et qui le fait se retourner et retomber sur ses roues. On est vraiment dans le summum du délire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je répète, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que moi. Si vous avez une autre opinion sur le film, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je le lirai avec plaisir. Pensez à laisser un pouce bleu et surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Sur ce, à bientôt dans une autre vidéo.